Alors, je m'appelle Emmanuel Cartier, je suis de la promotion 1991. Je suis professeur agrégé de droit public. J'ai 2 enfants, 2 filles de 18 et 15 ans et j'habite en région parisienne et je suis professeur à l'université de Lille. Un souvenir plus lié à la solitude, puisque j'ai fait la solitude, je suis arrivé en 4e chez les Maristes. C'est le club de jeux de rôle que j'avais monté avec quelques copains. Et on a quand même tenu pendant 2 ans. Alors la solitude, parce que c'est vraiment un lieu à part. C'est un lieu qui est très vert, qui est entouré de verdure. Moi, j'ai connu la dernière année avant le gymnase, ce qui fait qu'il y avait encore des bois partout. On pouvait courir. Alors, on n'avait pas tellement le droit d'aller au fond des bois, mais parfois on le prenait quand même. Et on allait se balader et c'était un peu partir à l'aventure. Donc, on était dans un environnement, je trouve, propice à l'imagination, à la découverte. Alors, il y en a plusieurs. En réalité, la difficulté, c'est de présenter tous ceux qui m'ont marqué, pour des raisons d'ailleurs différentes. Pour leur pédagogie, parfois un peu innovante. Alors, je penserais par exemple au professeur Boya, qui était aussi éducateur et qui était passionné de musique rock et country. Et il avait des gros favoris, il avait souvent des t-shirts avec des chanteurs de rock ou de country comme Johnny Cash. Il m'a fait découvrir Johnny Cash, que du coup j'ai apprécié et j'aime toujours Johnny Cash. Pour la spiritualité et l'humanité, je dirais les pères Guerre, Michel et Philippe Guerre, qui m'ont énormément marqué, qui ont été deux pivots, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan humain. J'ai fait une année de prépa HEC chez les Chartreux, sur les conseils de certains de mes professeurs qui me disaient à l'époque, vous avez de très bons résultats, il faut vous présenter au concours des écoles de commerce. Et finalement, j'ai été content d'échouer en prépa HEC, puisqu'en fait, j'ai eu des résultats catastrophiques en maths. Et là où j'avais normalement de bons résultats en philo, en histoire et analyse économique, lors des concours la première année, j'ai eu des notes tellement basses que j'étais complètement démotivé. Donc, je me suis inscrit, pour le coup, en droit, puisque le droit était finalement le choix que j'avais envie de faire quand j'étais en 3e, 4e. Et finalement, j'ai pas du tout regretté de faire du droit. J'ai adoré le droit. J'ai fait donc mes études après à Lyon 3. J'ai fait une maîtrise à Lyon 3, un DEA, puisqu'on appelait ça comme ça, c'est l'équivalent du Master 2, à Paris 2, Panthéon, Assas. J'ai fait ma thèse ensuite à Paris 2. Et j'ai ensuite été qualifié aux fonctions de maître de conférence et recruté à l'université de Bourgogne, à Dijon, où je suis resté jusqu'à la réussite du concours de l'agrégation du supérieur, où j'ai eu un poste à l'université de Lille, où je suis actuellement. Je suis enseignant-chercheur et universitaire, c'est-à-dire que je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche, les deux n'étant pas séparés, la particularité de l'université étant qu'elle permet de donner une formation aux étudiants par des chercheurs. C'est les chercheurs qui vont parler, je prends mon domaine qui est le droit constitutionnel, de l'histoire constitutionnelle de la France, de la révision de la Constitution, du réformisme constitutionnel, de la séparation des pouvoirs au sein de la Ve République, qui vont exposer la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'est pas fait par des gens qui font que de l'enseignement, mais par des gens qui travaillent ces sujets, qui les approfondissent, qui deviennent des experts dans ces sujets. Je dirais que la principale innovation du droit, historiquement, c'est la Constitution. C'est-à-dire, c'est finalement l'invention de la Constitution qui a été précédée de l'invention de l'État, au sens juridique du terme. La Constitution qui est là pour limiter, principalement, plus que pour organiser, les pouvoirs de l'État. Et alors, elle les organise, bien évidemment, notamment en les séparant, en faisant en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir, comme le disait Montesquieu, pour éviter que le pouvoir n'abuse du pouvoir, mais aussi en garantissant les droits et libertés fondamentaux. Et ça, c'est un des acquis, évidemment, capital de nos sociétés démocratiques, libérales, à savoir le fait d'avoir inscrit dans un texte supérieur, une norme juridique supérieure, avec l'autorité qui s'attache à cette supériorité, ces droits et libertés fondamentaux, comme des limites à l'action des pouvoirs publics et notamment du législateur,
qui pourrait, d'un trait de plume, hein, puisque une loi c'est un texte écrit, supprimer tel ou tel droit et liberté. Alors, j'ai été pendant un certain temps en lien avec plusieurs anciens de Sainte-Marie, puis il y en a certains que je ne vois plus depuis un petit moment, mais il y en a toujours un qui m'est fidèle et auquel je suis fidèle. De croire en eux, d'oser se dépasser, ça veut dire de bien se connaître soi-même, de connaître ses limites. Et au-delà de croire en soi, je crois qu'il faut aussi croire en les autres. On ne peut pas faire société sans croire en les autres. Je pense que c'est important à un moment où voilà, on fait les prédictions les plus défavorables quant à l'évolution de la société politique, en particulier en France. Il me semble important de rappeler ça, c'est-à-dire de croire en la capacité des uns et des autres à se dépasser soi-même et à faire les bons choix. Pour faire les bons choix, évidemment, il faut bien se connaître. Il faut aussi connaître les autres et écouter les autres. Et ça, c'est le deuxième conseil, savoir écouter. Savoir écouter pour être capable de construire ensemble. On avait un prof, je ne l'ai pas mentionné parce que voilà, je ne pouvais pas les mentionner tous, qui était prof d'espagnol, qui s'appelait Monsieur Pérez, et qui avait comme particularité, comme richesse, d'être mime. Il était passionné par le mime, et grâce à lui, j'ai été passionné par l'espagnol, parce qu'il nous a appris cette langue, déjà en nous considérant comme des adultes et en évitant de nous parler uniquement avec les mots qu'on avait appris avant. Et il utilisait souvent des mots qu'on connaissait pas. Et pour nous les faire comprendre, il les mimait.